Bonjour à tous, bienvenue dans cette année-là, notre nouveau rendez-vous. Ça fait maintenant le 20e, 30e, je ne sais plus combien on en a fait, mais toujours à peu près la même équipe. Hein. On va faire un gros bond cette fois-ci, parce qu'on va aller quasiment 50 ans en arrière, en 1974, et on va parler d'élections présidentielles. On vient de sortir de la nôtre, là, de cette année, et on va parler de 74, et à l'époque, en 74, suspense, je vais déjà présenter nos invités. François est là et on va parler de 74. Bonjour Patrick. Vous allez bien? Merci. Alors, j'ai vu que le dernier numéro, maintenant, ça fait un petit moment qu'il est en kiosque. Hein, c'est sur la Russie. Et toujours aussi excellent que vous pouvez trouver dans votre kiosquier. J'ai notre ami Rodolphe. C'est maintenant la deuxième fois que vous êtes là. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Olivier François. Bonjour. Qui nous revient. Je reviens enfin de mon grand voyage en Malaisie. C'est vrai, oui. Il y a 2 mois, vous étiez parti. Alors, il y a une mauvaise langue qui disait que vous étiez parti en Ukraine. Pas du tout, non, moi je. Voilà. D'accord. Pas Ukraine, okay. Malaisie. Malaisie. C'est bien, peu de vacances. C'est dur, c'est chaud, mais c'est la Malaisie. D'accord. Bon, on n'en saura pas plus. Et notre ami Christophe, oui, Maxime. Bonjour. Non, moi plus terre à terre, plat pays, pas du tout. Enfin bon, bref. Non, vous n'êtes pas parti en Malaisie? Absolument pas. Je ne Bon, saurais pas le situer sur la carte d'ailleurs. Donc on va venir à cette élection présidentielle en 74. Il y a 2 trucs intéressants. 74, c'est la première élection avec Jean-Marie Le Pen. Hein, il se présente. Il en a fait 5. Il en a fait 5. Donc il faut savoir que de 74 à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule élection où il n'y a pas eu de Le Pen aux élections. C'est 81. Ouais. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait fait 0,70, on était comme ça, moins d'1%. Ah, voilà. Il décollera 10 ans, enfin 9 ans après. Ouais. Mais à l'époque, Élément avait décidé de soutenir, vous voyez le numéro là, Emmanuel Macron. Giscard. Pourquoi Giscard d'Estaing? Alors bon, c'est pas de notre faute. Moi, j'avais 7 ans à l'époque, donc on m'a pas demandé mon avis. Mais alors, ce qui est assez intéressant, et plus sérieusement, c'est ce qui va nous intéresser dans ce retour en arrière, mon cher François, c'est que pourquoi Giscard d'Estaing? Le Grèce décide de prendre une position pour le vote pour Giscard d'Estaing, et ils reçoivent, je peux vous le montrer là. À ce niveau-là, ils reçoivent une lettre de Giscard d'Estaing qui les remercie. Et en plus, François va interroger... Vous l'encadrez dans votre cuisine, je crois. Oui, c'est celle-là. Je la remonte, hein, parce qu'il y en a qui pourraient croire, c'est avec le papier en tête de Monsieur Giscard d'Estaing, qui venait d'être juste président. Et François va même interroger Jean-Claude Vallat pour savoir pourquoi ils ont fait ce choix-là. Le patron de la rédaction. Le patron de la rédaction. Aujourd'hui, François, la rédaction, pendant cette élection, n'a pas pris fait et cause pour un candidat. On considère que Élément, cette bonne époque est terminée. On aurait pu, là, je pense que là, en plus, la rédaction a été un peu partagée. Hein, il y a eu plusieurs candidats. Qui montre que ce n'est pas monolithique à Élément. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est que Giscard va approuver par une lettre. Ils sont interrogés par la grande presse. Ils vont même travailler, je vais vous le montrer, avec le ministre, quelques années plus tard, en 78, ils vont travailler avec le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Michel Poniatowski. Alors, je ne sais pas qui a écrit le livre. Hein. Le croque-mitaine de la gauche, Poniatowski, ouais. Hein. Pire que Pasqua. Ah oui, c'était pire que Pasqua. Mais il faut savoir quand même qu'il parle dedans de l'ADN, des Indo-Européens, origine de la société occidentale blanche, de la géopolitique, de la race, de l'intelligence, du mondialisme, enfin tout ça, ce sont tous les thèmes que le Grèce avait développés. Aujourd'hui, mon cher François, c'est fini tout ça. Les mouvements comme le nôtre n'influencent plus personne. Les politiques ne s'intéressent plus aux idées. Il n'y a plus ce relais que pouvaient avoir les intellectuels d'un côté et les politiques de l'autre. Oui, il y a 40 ans d'écart, mais on a l'impression qu'il y a 3 siècles qui nous séparent de l'élection de 74. Une précision néanmoins, la rédaction aujourd'hui n'a pas pris parti pour un candidat, encore qu'elle se soit quand même largement partagée entre Zemmour et Marine Le Pen, mais sans prendre parti officiellement. Mais nous avons pris
pris néanmoins parti contre le bloc élitaire, contre le macronisme, hein, et aujourd'hui nous voterions contre Giscard, hein. Macron étant une sorte d'avatar tardif de Giscard. Il y a tellement de points communs entre l'un et l'autre, on ne va pas les pointer ici, à commencer par l'âge, parce que la nouvelle génération croit que Giscard est mort centenaire, hein, mais Giscard a été le plus jeune président jusqu'à Macron, mais sur 45 ou enfin pas loin de Macron en fait, hein, mais peu importe, hein. Il y a beaucoup de points communs entre les deux, l'amour de la littérature, etc. Mais la question centrale que vous posez, c'est d'une part, hein, l'influence du Grèce, de ce qu'on a appelé la nouvelle droite, qui a été considérable. Quand vous lisiez la table des matières de Poniatowski, je crois qu'il a été aidé par des nôtres, pour ainsi dire, hein, dans la rédaction de ce livre, par des nègres, des écrivains fantômes, hein, qui étaient proches de la nouvelle droite et du Grèce. Hein. C'est quand on lit la table des matières et ce qu'est aujourd'hui une révolution d'Emmanuel Macron, par exemple, pour ne citer que ce livre-là, c'est y a un gouffre vertigineux. Donc nous avons perdu très largement la nouvelle droite, hein, en tout cas son influence, hein, sur les élites. Hein. Quelques années après le bouquin de Poniatowski, la nouvelle droite, via Alain de Benoît, via Louis Poels, va investir le Figaro Magazine, qui va atteindre des tirages vertigineux. Le pic de vente du Figaro Magazine, c'est 900 000 exemplaires, hein, multiplié par 3 pour avoir le nombre de lecteurs. Hein. Un journal des idées, à l'époque c'était un journal des idées où il y avait 20 à 30 pages de fond qui nourrissaient l'âme, qui donnaient une colonne vertébrale idéologique au lecteur. Hein. Alors que s'est-il passé? C'est un effondrement général, hein, qui s'est vérifié à travers cette présidentielle, hein, où le curseur a été mis très très bas. J'ai pu voter pour elle au deuxième tour, mais Marine Le Pen ça a fait une campagne, 60 millions de consommateurs, donc on est très très loin des standards académiques que vous pointiez. 60 millions. C'est quoi la campagne de Marine Le Pen aujourd'hui, sur laquelle s'est calé Emmanuel Macron? Le débat dans l'entre-deux tours l'a montré parfaitement. Ça n'a été un débat purement technique, hein, sur le pouvoir d'achat. Chacun avait sa calculette, hein, et c'était le meilleur rapport qualité-prix. Donc, le niveau s'est effondré partout. Ce qui est assez alarmant. Il y a un phénomène d'acculturation, d'ignorance, de progrès de l'illettrisme, hein, de dépolitisation massive. Peut-être qu'un des traits les plus massifs, hein, on va en parler, c'est le papier L'entretien de Patrick Buisson dans Le Point, qui est assez dévastateur, hein, pour Marine et pour Macron, beaucoup moins pour Zemmour, parce que Zemmour a maintenu un curseur idéologique assez haut. Il a été sanctionné par les urnes, mais il parlait de remigration, de grands remplacements, avec tout un arrière-plan idéologique, intellectuel, hein, mais il n'a pas réussi. Et ce que pointe Buisson, c'est un phénomène massif d'acculturation, de dépolitisation. Ce que pointe également Buisson, qui est très attaché, à la différence de la rédaction d'Éléments et d'Alain de Benoît en particulier, très attaché au clivage droite-gauche, hein, c'est que selon la lecture qu'il en donne, c'est que ce clivage n'a pas disparu. Il a été oublié. C'est raison pour laquelle il n'y a pas eu de campagne électorale. Hein. J'avais fait un papier pour dire la guerre de Troie n'a pas eu lieu, de Giraudoux. En fait, elle a lieu chez Giraudoux, bien sûr. Hein. Mais l'élection n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'élection. Ni dans le premier tour, ni dans le second tour. Hein. Donc je ne veux pas monopoliser. Non, à part Rodolphe, pendant la campagne, vous avez fait partie de ces gens sur le site qui ont essayé d'écrire, essayé d'amener le débat, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Alors on n'attendait pas que les candidats se mettent, mais il y a eu un long papier intéressant sur l'écologie par Fabien Nesgoda, qui a interpellé et Zemmour. Il y a eu plusieurs papiers assez critiques, mais ouverts à la discussion de David Lépée sur l'économie. Vous avez aussi travaillé sur plusieurs, mais en fait, personne n'a débattu pendant cette campagne. Bon, pour en revenir à l'article de Patrick Buisson, pour moi, il a trouvé vraiment la vérité de cette élection, c'était que c'était l'élection de la sortie du politique. Que ce soit Marine Le Pen ou Macron, leur projet politique s'est uniquement constitué sur l'abandon des mythes mobilisateurs politiques, comme on a pu retrouver par exemple chez Mélenchon avec le métissage, avec la créolisation de la société, ou chez Zemmour avec son pendant, avec l'idée du grand remplacement. Et même le point qu'on pourrait reprocher à Marine Le Pen, c'est que même en insistant sur le côté social, donc sur cet axe horizontal, le bloc populaire, bloc élitaire, elle reprend même pas les éléments de langage qu'on pouvait retrouver dans le socialisme, qui étaient assez intéressants, comme les notions d'évocation de pouvoir de l'argent, de plutocratie, de pouvoir financier, de capitalisme. Même ça, je veux dire, ça passe complètement à la poubelle. Et oui, faut... Vous avez 1000 fois d'accord avec vous, mais si Marine Le Pen n'en parle pas, peut-être parce qu'elle ne connaît pas, mais je crois pas. C'est parce que son électorat connaît pas. Moi, j'ai toujours en tête, hein, en 2012, Mélenchon va à Hénin-Beaumont. Et il dit, je vais plier Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais la plier, Marine Le Pen. Hein. C'est une escroquerie. Le Front National est une escroquerie. Et moi, je vais aller faire une campagne sociale, communiste, hein, précisément avec les grands mythes soréliens.
mais il se prend une claque, il se prend une rouste. Hein. Il a l'impression de parler au coron. Ouais, voilà, il veut parler au coron. Il n'y a plus de mine. On est chez les tuches déjà. Il y a pas de quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Vraiment, il n'y a aucun jugement de valeur. Simplement, je constate cette acculturation. C'est-à-dire que quand on parle de mythe politique, on vous regarde avec des grands yeux. Alors qu'ils étaient vrais il y a 50 ans encore. C'est peut-être une des erreurs du RN, hein, encore que Sainte-Marie a réussi à imposer dans l'esprit du Rassemblement national, mais de tous les commentateurs, hein, l'idée qu'il y avait un bloc populaire. Hein, Marine Le Pen l'a assumé. Donc, malgré tout, le bloc populaire peut-être avoir un écho, peut-être, hein, avec la mythologie ouvrière, mais j'en suis même pas sûr. Hein. Mais c'est... il n'y a plus en effet de mythologie ouvrière, depuis même presque 30 ans maintenant, depuis les années 90, la grande vague de désindustrialisation, la tertiarisation de la société française. En même temps, il y a un ressentiment que je trouve intéressant, un ressentiment de classe, y compris dans la France périphérique. Et même, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, une haine de ce que peut représenter Macron, c'est-à-dire la classe des possédants. Il ne les appelle pas forcément les possédants, il n'appelle pas la classe bourgeoise, une haine de ce qu'il représente. Il y a des images qui ont un peu tourné sur Internet au moment du deuxième tour, à Hénin-Beaumont justement, où la télévision diffuse évidemment les résultats. Et là, dans la salle, des militants du RN qui explosent d'une haine que pour ma part, je trouve tout à fait sympathique, et qui montre et qui illustre qu'il y a une colère sociale. Mais je suis d'accord, je suis tout à fait dans Et alors cette colère sociale, malheureusement, elle ne s'appuie plus ni sur des mythes, ni sur une culture politique. C'est le problème. Pourquoi moi j'ai été comme on a tous été frappés par l'image, sûrement une mère et sa fille, hein, qui étaient côte à côte dans la salle, à la mairie ou à la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, quand le résultat tombe. Enculé. Putain, salaud, enculé, tous les mots, c'est formidable. Hein. Simplement, les codes esthétiques de la mer, c'est les Marseillais ou les Ch'tis. C'est comment on fait. C'est le public, le public de Cyril Hanouna. C'est C8, C9, Énergie 12. Hein. C'est ça le style, hein, de cette France périphérique aussi. Donc ça surprend les Orwelliens, les lecteurs de Michéa quand on leur dit ça. Comment vous injuriez le peuple, hein. Non, le peuple a un peu muté. Le peuple a un peu changé. Il reste le peuple. Hein. Il essaye de refaire peuple, mais c'est difficile de refaire peuple sur une mythologie Énergie 12. Je suis d'accord avec toi, François. On va revenir quand même sur le sort du sujet. C'est parce que dans cette histoire, il y a quand même quelques intellectuels, il y a quelques universitaires qui ont travaillé sur ce peuple-là. Je pense à Christophe Guilluy, etc. Et tout. J'ai l'impression que les politiques ne s'imprègnent pas de tout ce travail qui a été fait. En fait, chez Marine Le Pen, même chez Zemmour, etc., on le sait, on connaît le nom, mais on n'en tient pas compte. On ne travaille pas sur le sujet. Ouais, moi, c'est le reproche qu'on peut adresser à Marine Le Pen, je trouve. On ne peut pas lui dénier qu'elle a fait une campagne de premier tour fantastique. On peut être zémourien, il faut le concéder. Ouais. Elle a fait une campagne de proximité au long cours. Moi, je compare ça aux tortues et aux lièvres. Hein. Le lièvre commence très vite, Zemmour et la tortue sillonnent son terrain. Tous les gens qui ont travaillé avec elle vous racontent que dans les foires agricoles de Clermont-Ferrand, de Vesoul, partout elle a été. Elle fait des centaines de selfies, c'est la Madone. Hein. Les gens vous disent littéralement, elle rayonne. Ça surprend quand on dit ça, elle rayonne. Hein. Donc pourquoi avec un tel capital, hein, elle a un capital de notoriété, à la fois Marine, Le Pen, le RN, le FN, hein, pourquoi elle n'arrive pas à faire depuis 20 à 30 ans ce parti, une école de cadre, un modèle de contre-société. Ce qu'a été le Parti communiste français dans les années 50. Voilà, ce qu'a été le PCF dans les années 50. Hein. C'est la même sociologie. Et c'est ce que dit Sainte-Marie. Si on veut faire un bloc populaire, quand Sainte-Marie parle de bloc populaire, c'est parce qu'on prend une classe dynamique, cette France déclassée, des ouvriers, des industrialisés, des employés, qui sont très touchants. Quand moi je dis c'est les tuches, hein, c'est pas les tuches, mais en tout cas c'est Énergie 12. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, c'est mon voisin, pas de palier, mais de jardin dans la campagne. Hein. Simplement, comment on peut faire refaire peuple à partir de ça, c'est-à-dire réinscrire dans une histoire, une mythologie commune. Hein. Parce que pour qu'il y ait une mythologie commune, il faut qu'il y ait un enseignement de l'histoire. Hein. Et que on peut jouer aussi sur des pôles de négativité qui ont été complètement ellipsés, par exemple. Par exemple, on sait que la doctrine de l'Action française se concentrait sur les États confédérés. Alors à l'époque, il y avait l'État juif, métèque, protestant et maçon. Aujourd'hui, on pourrait complètement les réactualiser en trouvant justement l'État qu'on pourrait appeler déconstructeur avec les woke, les indigénistes, un autre État avec les centristes, donc cette bourgeoisie urbaine, un autre État encore avec
les européistes, mais dans le sens mondialiste, pas des Européens, ouais, exactement, bruxellois, et aussi les islamistes, pour pas les oublier. La nuance que j'aime, moi, qu'il faut introduire, me semble-t-il, hein, c'est que ces blocs ne sont plus monolithiques, ne sont plus homogènes, hein, ont éclaté, ils sont schizophrènes. Hein. La bourgeoisie que vous pointez, on la retrouve en province, hein, mais elle ne vote pas pour Marine Le Pen. Hein. Non, du tout. Tous les notables, il y a un phénomène de captation. Macron est intelligent, notre adversaire est vraiment formidablement intelligent. Faut pas le négliger. Il a capté toute la notabilité provinciale hein, qui vote pour lui. Le pharmacien vote pour lui. D'ailleurs, en alternant un discours pseudo-conservateur quand ça l'arrange, quand il va venir avec le garçon coiffeur, Fabrice Lucchini, j'oublie toujours son nom, il fait une petite leçon sur La Fontaine, etc. Et on sent que la bourgeoisie dégénérée, demi-traditionnaliste, ça va lui plaire. Elle va voter Macron. Il dit il défend quand même les humanités, ou il défend la culture. Christophe, sur cette crise en fait des idées chez les politiques et en fait de gens parce qu'il y a encore des gens qui ont des idées en France. Rodolphe parlait de l'Action française qui a été, quoi qu'on en pense, une idéologie et une école de pensée qui a marqué toute la droite, même les hommes politiques de gauche. J'ai l'impression que tout ça, maintenant, c'est fini. Alors, je crois puisque vous parlez de l'Action française, je crois que l'Action française est assez dynamique dans ses publications et qu'elle touche beaucoup la jeunesse dans les provinces, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau de ce courant monarchique, parfois un peu anarchique. C'est le type qui claque Macron, Montjoie-Saint-Denis. Oui. Non, je crois que, en l'occurrence, l'Action française a une espèce de tout ça a l'air un peu poussiéreux et il y a une espèce de renouveau. Qui est intéressant aussi, qui n'est pas forcément très maurassien en fait, puisque c'est des textes qu'ils utilisent moins. Et je trouve qu'ils sont assez dynamiques et qu'ils apportent quelque chose dans des milieux beaucoup dans des villes de régions et de provinces. Donc ils ont une présence assez forte, j'ai l'impression, avec une revue dynamique. Moi, j'aurais bien voulu qu'on revienne, puisqu'on est cette année-là. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu faire un petit peu de nostalgie pop et de revenir sur l'élection de 74, qui est un moment d'émotion. Nous, sur ce plateau, un certain nombre, plus de la moitié du plateau n'était pas né, chers amis, en 74. Même il y a une majorité. Voilà. Non, mais c'est pour recontextualiser un peu les choses et effectivement l'intervention tout à fait étonnante d'éléments où d'ailleurs cette élection de 74 ressemble un peu actuelle, puisqu'il y a la figure de Giscard très européenne, très moderne, qui ressemble à Macron. Effectivement, on peut lister tous les points entre Giscard et Macron, mais il y a aussi des rappels sur les dissensions de la droite nationale, puisque Le Pen, qui est un personnage extravagant et presque génial et bouffon, fait la campagne non pas sur ses affiches avec son bandeau. Là, on est vraiment dans une espèce de nostalgie foutra qui est tout à fait invraisemblable, avec des scores, etc. Il y a des dissensions. Le Front National est créé depuis 2 ans, je crois. Il y a déjà une rupture avec, si vous me trompez, il y a des gens issus peut-être d'ordre nouveau. Et PFN, je sais pas si PFN est créé peut-être un peu après, avec un slogan d'ailleurs presque un peu anachronique, puisque ce qui s'oppose à Le Pen, c'est un espèce de groupe qui s'appelle Faire Front, on dirait presque des antifas actuels, c'est assez drôle. Il y a ce contexte de 74 aussi, avec toutes les embrouilles autour du gaullisme. Oui, alors ça c'est important, je pense. Autour du gaullisme. C'est une question que je voulais poser à notre ami Patrick Luzinski. Il y a un poème malaisien que j'aime beaucoup, qui est parfois les ressentiments motivent les adhésions, et c'est vrai qu'à droite, il y avait ce ressentiment anti-gaulliste. Et on est 12 ans, 74, c'est 12 ans, c'est rien. C'est 12 ans après 62. Et effectivement, avec un sentiment un peu bizarre, c'est qu'une partie des gaullistes vont trahir le gaullisme pour aller avec Giscard. Avec Chirac. Notre ami Chirac, le grand Jacques va... Et l'équipe... revenir sur les gaullistes, parce qu'il y a donc Chaban, le candidat gaulliste. Le candidat gaulliste social. Chaban et Delors. Ouais, bien sûr. Chaban qui a quelque chose de macronien d'ailleurs avant l'heure. Ouais. Un peu la nouvelle société, le bordelais un peu parachuté, d'ailleurs il est absolument pas bordelais, hein, Chaban, qui est là. Non, il n'est pas bordelais, Chaban, c'est un Parisien qui a été parachuté mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et effectivement, il y a des espèces d'imbroglio, de trahison. Donc Chaban se déclare précipitamment parce qu'il est court-circuité par les équipes de Chirac. Je crois que Chirac est ministre de l'Intérieur. Ça, on oublie de ça, c'est très vieux. Il y a alors les vieux barons du gaullisme. Il y a effectivement Pierre Messmer. On met dans les pattes de Chaban la menace de Messmer, qui était le Premier ministre de Pompidou, qui meurt en fait, puisque c'est une élection improvisée. Enfin, c'est ça, même s'il est malade, c'est une élection anticipée en fait. Il y a des figures. Je parle de nostalgie, mais moi j'ai une affection bizarre pour la figure de Pierre Messmer, qui est un fou furieux. Qui est un fou furieux. Le comportement de Messmer pendant la guerre est invraisemblable. C'est un militaire non pas de carrière, mais qui fait la guerre.
c'est un film, c'est Hollywood. Alors très bien, donc il est démobilisé et donc son régiment va un peu dans le sud de la France. Voilà. Donc ça l'ennuie, il ne veut pas exactement. Il vole une moto avec un copain, il traverse la France en moto pour se rendre à Marseille, la moto tombe en panne. On est le 17 juin, le 18 juin, il n'est pas au courant de ce qui se passe à Londres. Il se retrouve à Marseille ou à Toulon avec des comparses, notamment des gens d'Action française, quelques Anglais, et il rencontre un capitaine de bateau italien qui est d'accord avec lui. On doit être le 19 juin, ils lisent le journal en buvant le pastis, ils se rendent compte que dans le journal, il y a un type qui s'appelle De Gaulle, qu'on connaît un petit peu, qui n'a jamais fait la guerre, qui a été élève à l'école de guerre de Pétain, qui a fait un appel donc la veille. Ils ne le savent pas, ils n'écoutent pas la radio. Il s'acoquine avec le capitaine de bateau italien pour aller sur le bateau. Ce bateau a 500 tonnes de matériel militaire et d'avions détachés et de pièces détachées d'avions anglais. Eh bien, Mesmer, à un moment donné, déroute le bateau et se barre à Londres pour vendre les matériels c'est Rambo, hein, aux Anglais qui financent, je crois, la première moitié de l'année autour de Gaulle de la résistance. Voilà. Et voilà. Alors, après, effectivement, ils sont venus un peu comme ça. Je crois qu'on est arrivé à faire la première émission de cette année-là avec l'épisode numéro 1, Pierre Mesmer. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de Pierre Mesmer dans une émission de TV Liberté. Revenons un peu au sujet, François. C'est 74, oui. Alors, je reviens au sujet et sur la question adressée à Christophe sur la comparaison Action française et le désert actuel. Hein. Il faut peut-être le tempérer et le pondérer, ce désert. D'abord parce que la Nouvelle Droite, faut rendre hommage à la maison. La Nouvelle Droite a en partie remplacé. Il y a beaucoup de ressemblances, hein, pas sur le fond idéologique, mais beaucoup de ressemblances formelles entre ce qu'a été l'Action française et ce qu'est la Nouvelle Droite toujours. Hein. C'est-à-dire que c'est un intellectuel collectif. Il n'y a pas seulement un intellectuel organique. Maurras de Benoît, il y a un intellectuel collectif qui s'est créé autour d'un mouvement, ce qu'a été la F et ce qu'est la ND. La ND a quand même travaillé en profondeur, de manière souterraine, pendant des années, pour accoucher de CNews, pour accoucher de Zemmour, hein, et c'est là où je veux en venir. Je crois que... Non, c'est pas négligeable, le phénomène Zemmour. Reconquête a été un échec politique, considérable, retentissant, puisque s'y voyaient à 16, 17, 19%. Ils pensaient qu'ils allaient plier Marine Le Pen, et c'est Marine qui les a tués, qui est en train de les achever, là où dans les législatives, hein, et de les réduire à la confidentialité politique hein, pendant 2 ans jusqu'aux prochaines européennes, parce qu'ils n'auront aucun élu. Et il n'empêche, hein, il a réuni 120 000 à 125 000 militants. C'est un phénomène nouveau. Ça va être un vivier, un réservoir d'intellectuels et d'intellectuels organiques, comme le précédent de la Manif pour tous. Hein. Alors évidemment, ce sont des intellectuels conservateurs catholiques, hein, souvent rattachés à la bourgeoisie, j'en conviens. Il n'empêche pas que. La Manif pour tous a montré, avec des gens d'accord ou pas d'accord avec elle, Del Sol, il n'y a pas que des Jacobins, il y a Jacobins et Girondins, mais de toute façon, c'est des débats qu'on retrouve même dans la rédaction d'Éléments. Je pense qu'on le retrouverait même sur ce plateau. Je veux pas parler de. Donc, et tant mieux, ça montre la revue limite. La revue limite, et tant mieux, ça féconde encore plus notre réflexion et notre logiciel idéologique. Hein. Moi, c'est la nuance que j'introduis par rapport à mon introduction, où je disais que la ND avait un peu perdu la main. Je crois pas. On l'a conservé de manière souterraine. On a imposé, Benoît a imposé, dans l'agenda des droites, et au-delà des droites, du reste, des populistes, hein, a imposé la notion de guerre culturelle, le combat métapolitique. Hein. Et ça s'est imprimé dans les esprits, puisque tout le monde sent, en tout cas à droite. D'ailleurs, François, que Zemmour lui-même le revendique, puisque lors d'un entretien que j'ai entendu, je crois que c'est BFM TV, il dit qu'il conçoit aussi Reconquête comme une école de cadre. Il fera des conférences. Donc, ce qui est une chose inédite. Moi, je suis assez réservé sur Zemmour, mais il faut reconnaître quand même que cet homme, dont je ne peux pas dire que c'est un idiot, évidemment, c'est loin d'être un idiot. Il a une pensée avec laquelle on peut être en désaccord, peu importe, mais il a cette volonté de former des cadres, ce qui est assez inédit dans la politique française depuis 30 ans. Alors, le paradoxe, c'est que Marine Le Pen a fait 2 entretiens surréalistes, hein, donnés chacun à Charles Sapin au Figaro. Pour mémoire, le premier entretien, c'était pendant la campagne, hein, où elle pointait du doigt que chez les Zemmouriens et chez Reconquête, il y avait des catholiques, hein, quelques païens et des païens. C'est juste au moment, juste avant les législatives. Ouais. Et là, elle a donné un nouvel entretien juste avant les législatives au Figaro, un peu surréaliste, hein, où elle abandonne, où elle dit qu'elle ne veut pas trahir ses 13 millions d'électeurs, ce qui est considérable. Hein, 13 millions, c'est colossal. Hein, ce qui fait qu'elle est too big to fail, comme les Américains. Elle est trop grosse pour chuter. Elle est là.
Il faut qu'on fasse avec, il faut qu'on travaille avec elle. Elle n'aura aucun député, enfin sinon 10, 15, 20, mais elle parle elle aussi, et c'est un peu surréaliste pour moi et Patrick qui sommes de l'ancienne génération, et qui avons connu Jean-Pierre Stirbois, Bruno Maigret, toutes les tentatives de consolidation de ce parti, de création d'écoles des cadres, de formation, de revues, conseil scientifique, où il y avait Jules Monroe, Claude Autant-Lara, c'était ça le FN dans les années 85. Jacques Robichel, grand professeur Jacques de la Robichel, qui Sorbonne. était mon prof à la Sorbonne, le patron du département de lettres à la Sorbonne, qui était au conseil scientifique du Front Claude National. Rousseau, enfin, ils étaient Voilà. beaucoup, Paulin, donc des grands noms de la philosophie. Donc on a pris du retard là-dessus, mais si même Marine Le Pen dit que, dans cet entretien un peu étrange, qu'elle veut créer une école des cadres, tant mieux, moi j'achète. Tant mieux. J'achète. Ouais, bien sûr. Juste pour, alors c'était pas 74, mais ça montre quand même que les choses ont beaucoup changé. Il y avait en 81 un forum qui était sorti, ça s'appelait pour une alternative au socialisme, vu que à l'époque, et vous aviez dans la même la même journée, on pouvait voir Pierre Chenu, Louis Powell, Alain de Benoît, Jean-Yves Le Gallou, Claude Paulin, David Freeman, Jacques Garello, etc. C'est-à-dire des intellectuels, des politiques, des journalistes, etc. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui, on ne soit plus capable de faire ce genre d'événement où il y avait à peu près une trentaine de personnes qui parlaient. C'est l'époque du CRS aussi, de Chevènement, qui était un think tank. Alors, on a cité Terra Nova et Ferrand, il y a la Fondation Jean Jaurès qui fait un petit travail, mais c'est rien par rapport à ce qu'on faisait autrefois, je veux dire. Donc voilà, espérons que d'ici là, François, on vous donne raison et que certains cadres vont mettre en place une nouvelle idéologie. C'est peut-être ça qu'il faut mettre dans les partis politiques. Moi, je me souviens d'un coup de doctrine. Je me rappelle d'un coup de téléphone ou un contact avec la rédaction d'Éléments où des gens d'un parti, je ne donnerai pas le nom du parti parce que vous allez le deviner, et qui nous avait demandé si vous avez une ou deux idées à nous faire pour les européennes, on est preneur. C'est-à-dire des idées. Si vous avez des trucs à nous, une ou deux, on prend. C'est pour les élections européennes. Espérons qu'on nous demande la prochaine fois au moins 2 ou 3 questions en plus, 2 ou 3 réponses en plus. Voilà. Bonne journée à tous. Et puis on se retrouve, Olivier, le mois prochain avec vous. Exactement, avec plaisir. Vous nous raconterez des nouvelles vacances. Là, cette fois, ce sera le Pérou. Le Pérou. Voilà. Donc Tintin, le temple du soleil, formidable. Exactement. Bonjour chez vous.